Dans le village de Koudi, blotti au creux d'une vallée luxuriante du pays baoulé, où les collines ondulaient comme des vagues figées par le temps, un baobab millénaire trônait en gardien silencieux. Ses branches torsadées, épaisses comme des troncs, s'étendaient vers le ciel, leurs feuilles frémissant sous la caresse du vent comme si elles murmuraient les secrets des ancêtres. Les villageois croyaient que cet arbre sacré, planté par les esprits à l'aube du monde, abritait les âmes des défunts, veillant sur Koudi avec une bienveillance parfois sévère. Les soirs de pleine lune, les enfants s'asseyaient à son pied, écoutant les griots tisser des récits de héros, de génies et de promesses anciennes, tandis que l'odeur du bois brûlant et des épices flottait dans l'air. Awa, une jeune femme de 23 ans, était l'âme vibrante de ce village. Ses yeux, d'un brun profond comme la terre après la pluie, semblaient voir au-delà du monde visible. Ses tresses, ornées de perles colorées, dansaient lorsqu'elle marchait, et sa voix, douce mais ferme, apaisait les cœurs. Awa était l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, élevés par leur mère, Memouna, depuis la mort de leur père, Kofi, emportée par une fièvre brutale 10 ans plus tôt. Memouna, une tisserande aux doigts agiles, créait des pagnes aux motifs complexes, des soleils entrelacés, des étoiles filantes, des symboles de fertilité qu'elle vendait au marché de Yamoussoukro, à 2 jours de marche. Mais ce qui distinguait Awa, c'était son don rare, elle percevait les murmures des esprits. Pas des mots clairs, mais des sensations, des frissons, des images floues dans ses rêves, comme si les ancêtres lui chuchotaient des vérités voilées. Les anciens disaient qu'elle portait l'héritage de sa grand-mère, Nzue, une prêtresse légendaire qui parlait aux âmes et apaisait les génies de la forêt. Un matin, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge cramoisi, un malheur s'abattit sur Koudi. Le puits sacré, creusé au cœur du village et bordé de pierres gravées de spirales et de symboles baoulés, s'était tari. Pas une goutte d'eau ne s'écoulait, et les pierres, autrefois luisantes comme des joyaux, semblaient ternies, comme si leur lumière intérieure s'était éteinte. Les villageois, pris de panique, se réunirent sous le baobab, leurs voix mêlées de crainte et de colère. Baba Yoro, le chef du village, un homme aux cheveux gris tressés en nattes serrées et au regard aussi lourd que les nuages d'orage, monta sur une estrade de bois sculpté. Les esprits sont en colère, déclara-t-il, sa canne ornée de plumes frappant le sol. Quelqu'un a brisé un pacte sacré. Si nous ne réparons pas cette offense, Koudi périra. Awa, debout parmi la foule, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La nuit précédente, elle avait fait un rêve troublant, une ombre sans visage dansait autour du puits, tenant un objet brillant qui pulsait comme un cœur. Dans son rêve, le vent portait une voix, à peine audible, ce qui fut pris doit être rendu. Était-ce un message des esprits? Elle n'osa en parler, craignant que les villageois, déjà méfiants envers son don, ne l'accusent d'attirer le malheur. Mais sa petite sœur, Nia, une fillette de 12 ans aux joues rondes et aux yeux pétillants comme des étoiles, remarqua son trouble. « Awa, pourquoi tu as l'air si inquiète ?» demanda-t-elle, tordant une mèche de ses cheveux courts. Awa posa une main sur l'épaule de Nia, son sourire masquant son angoisse. « Ce n'est rien, petite étoile. Va aider maman avec les pagnes. Je vais trouver une solution. » Les jours suivants, la sécheresse s'aggrava. Les champs de mil et d'igname jaunissaient sous un soleil impitoyable, les chèvres bêlaient faiblement, et les enfants cessaient de rire. Les villageois, à bout de nerfs, commencèrent à murmurer que le don d'Awa était une malédiction. Elle entend les esprits, mais peut-être les a-t-elle offensés, chuchotait-il lors des corvées d'eau, désormais réduite à puiser dans une mare boueuse à l'orée du village. Memouna, épuisée par le travail et l'inquiétude, supplia Awa de rester prudente. « Les gens ont peur, ma fille.
Il pourrait se retourner contre toi. Mais Awa, porté par un mélange de devoir et de courage, ne pouvait ignorer les murmures des esprits, de plus en plus pressants. Chaque nuit, elle se glissait hors de la case familiale, enveloppée d'un pagne bleu nuit, et se rendait au puits, espérant un signe. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient danser, Awa vit l'ombre de son rêve. Une silhouette fugitive, drapée dans l'obscurité, glissa près du baobab. Son cœur battant à tout rompre, Awa courut après elle, ses pieds nus foulant la terre sèche. Mais l'ombre disparut, ne laissant qu'une plume noire, luisante comme de l'obsidienne, au pied de l'arbre. Awa la ramassa, sentant une énergie étrange émaner de l'objet. La plume semblait vibrer, comme si elle portait un message. Le lendemain, Awa rendit visite à Adjo, le vieux griot du village, un homme frêle dont les yeux semblaient voir à travers le temps. Sa case, ornée de masques baoulés aux traits expressifs, sentait l'encens et le bois séché. Adjo examina la plume, ses doigts ridés tremblant légèrement. « C'est un signe de l'esprit corbeau », murmura-t-il, son regard s'assombrissant. « Il est le messager des vérités cachées, mais aussi des trahisons. Quelqu'un a volé un objet sacré, Awa. Cet objet appartient au puits, et tant qu'il ne sera pas rendu, Koudi souffrira. » Awa sentit une boule se former dans sa gorge. Son père, Kofi, avait été le gardien du puits avant sa mort. Les rumeurs disaient qu'il avait emporté un secret dans sa tombe. Était-il lié à ce malheur? Déterminé à sauver son village, Awa décida de s'aventurer dans la forêt sacrée, un lieu interdit où seuls les initiés pouvaient entrer. Nia, têtue comme une chair, insista pour l'accompagner. « Tu ne peux pas y aller seule, Awa. Les esprits te parlent, mais moi, je te protège. » déclara-t-elle, brandissant un petit couteau en bois qu'elle avait sculpté elle-même. Awa, émue par la bravoure de sa sœur, accepta à contre-cœur. Elles préparèrent un baluchon avec du mil séché, une gourde d'eau et un talisman offert par Memouna, une amulette en forme de soleil, censée repousser les mauvais esprits. La forêt sacrée était un monde à part. Les arbres, aux troncs massifs couverts de lianes, formaient une voûte si dense que la lumière du jour ne filtrait qu'en minces rayons dorés. L'air était lourd, saturé d'odeurs de mousse, de terre humide et d'une étrange douceur florale. Des cris d'oiseaux exotiques perçaient le silence, et parfois, un bruissement dans les feuillages faisait sursauter les deux sœurs. Nia, malgré sa peur, fredonnait une chanson que leur père leur chantait autrefois. « Suis l'étoile, elle te guidera, même dans l'ombre, elle brillera. » Awa, touchée, serra la main de sa sœur. Après des heures de marche, elles atteignirent une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Au centre trônait une statue brisée d'Amon, l'esprit protecteur du puits, son visage de pierre fissuré mais majestueux. À ses pieds gisait un médaillon en or, gravé d'un symbole baoulé ou un cercle traversé par une flèche, signe de protection et d'équilibre. Nia, les yeux écarquillés, murmura, « C'est celui de papa. Il le portait toujours. » Awa, bouleversée, sentit les larmes monter. Était-il possible que leur père, un homme aimé de tous, ait trahi le village? En touchant le médaillon, Awa fut submergée par une vision. Kofi, jeune et robuste, cachant l'objet dans la forêt sous le regard d'un homme plus âgé. La voix des esprits résonna, claire cette fois, « Rends ce qui fut pris, et l'eau coulera à nouveau. » Awa comprit que la vérité était plus complexe qu'il n'y paraissait. De retour au village, elle et Nia confrontèrent Baba Yoro lors d'une assemblée sous le baobab. Les villageois, réunis dans un silence tendu, attendaient des réponses. Awa brandit le médaillon, sa voix tremblante mais résolue. « Cet objet appartient à Amon.
Pourquoi était-il caché? Baba Yoro, le visage marqué par la honte, baissa les yeux. Après un long silence, il raconta une histoire que nul n'avait entendue. 20 ans plus tôt, un marchand étranger, un homme aux paroles mielleuses, était venu à Koudi, cherchant à acheter le médaillon sacré, un artefact qui, selon la légende, contrôlait l'eau du puits. Kofi, alors gardien, avait refusé. Mais le marchand, menaçant de revenir avec des hommes armés, avait semé la peur. Baba Yoro, jeune chef à l'époque, avait convaincu Kofi de cacher le médaillon dans la forêt pour le protéger. Kofi, déchiré par ce choix, avait porté ce secret comme un fardeau. Sa mort soudaine avait empêché son retour, et Baba Yoro, par orgueil, avait eu la vérité, laissant le village payer le prix de son silence. Les villageois, choqués, murmurèrent entre eux. Certains pleurèrent, d'autres crièrent leur colère. Awa, bien que blessée par cette trahison, choisit le pardon. « Nous sommes une famille, dit-elle, sa voix résonnant sous le baobab. Nous réparons nos erreurs ensemble. » Avec Nia, elle guida une procession jusqu'à la forêt sacrée, où le médaillon fut replacé dans la statue d'Amon. Les villageois, unis dans une prière collective, chantèrent un hymne ancien, leurs voix vibrant dans la clairière. Le lendemain, un miracle se produisit. Le puits jaillit à nouveau, son eau plus claire et plus abondante que jamais. Les champs reverdirent, les rires des enfants résonnèrent, et Koudi retrouva son éclat. Awa et Nia furent célébrées comme des héroïnes, mais Awa, contemplant le baobab au crépuscule, comprit une vérité profonde. Les secrets, même nés de bonnes intentions, sont comme des racines pourries, ils empoisonnent la terre. Seule la vérité, portée par l'amour et le courage, peut guérir. Assise près de Nia, Awa murmura, « Les esprits nous parlent, mais c'est à nous d'agir. Promets-moi, petite étoile, de toujours chercher la vérité. » Nia hocha la tête, un sourire illuminant son visage. Sous l'ombre du baobab, la vie de Koudi continua, plus forte, plus unie, portée par la lumière de l'honnêteté.